On va voir aujourd'hui notre premier cours d'histologie d'appareils cardiovasculaires. Dans cette première vidéo, on va voir l'embryologie du cœur et des vaisseaux sanguins. On commence par une petite introduction. L'appareil circulatoire est constitué par un ensemble de canaux et de vaisseaux, ou bien des vaisseaux disposés en circuit fermé assurant la propulsion du sang et de la lymphe à travers tout le corps. L'appareil circulatoire, c'est un appareil qui va permettre la circulation des liquides dans l'organisme. Les principaux liquides qui constituent notre organisme, c'est le sang et la lymphe, bien sûr. Cet appareil circulatoire, il comprend deux. Il y en a l'appareil circulatoire sanguin et l'appareil circulatoire lymphatique. De ce fait, il a une fonction motrice qui permet d'assurer la distribution des métabolites vers les tissus, le rejet des catabolites et les échanges gazeux. La fonction principale et fondamentale de cet appareil circulatoire, c'est bien sûr d'assurer l'oxygénation et la nutrition des tissus et des cellules, bien sûr, et d'évacuer les déchets de ces cellules et ces tissus. L'appareil cardiovasculaire, c'est un ensemble de structures assurant la circulation du sang dans l'organisme, comme j'ai dit précédemment. Il est formé par le cœur qui a un rôle de propulsion, va battre pour propulser ce sang pour être circulé dans cet appareil. Il y en a les vaisseaux qui sont des artères et des veines dont le rôle est la distribution du sang. Ils sont dérivés en artères, vaisseaux efférents amènent le sang du cœur vers les tissus, et les veines, vaisseaux afférents qui vont ramènent le sang des tissus vers le cœur, et bien les capillaires qui sont des secteurs d'échange disposés en réseau. L'artère qui vient à partir du cœur vers les tissus, et les veines, bien sûr, c'est le contraire. Les capillaires, bien sûr, c'est le lieu de contact et le lieu d'échange entre les artères et les capillaires au niveau des tissus de notre organisme. On passe au développement embryologique des vaisseaux et du cœur. On va suivre ce plan. Premièrement, des généralités. Deuxièmement, la mise en place des vaisseaux. Troisièmement, la formation de tube cardiaque avec ses principales étapes. La formation de tube cardiaque pair. La formation du tube cardiaque primitive impair. Transformation du tube cardiaque. Et enfin, les malformations du développement. On commence tout d'abord avec des généralités. Lorsque l'embryon ne peut plus satisfaire à ses besoins nutritionnels par simple diffusion, il y a la mise en place du système vasculaire. Ce système cardiovasculaire apparaît au milieu de la 3e semaine de développement embryonnaire. C'est bien que l'embryon, quand il a besoin de nutritionner et de vasculariser ces cellules besoin de la nutrition, on a l'apparition du système cardiovasculaire, l'appareil circulatoire du sang. La mise en place de ces vaisseaux. Les premiers îlots angioformatrices sanguins apparaissent dans le mésenchyme extra-embryonnaire dans le premier temps. On les retrouve aussi au niveau de la splanchnopleure extra-embryonnaire, la partie inférieure de la lame choriale et le pédicule embryonnaire. C'est bien sûr ces choses-là, c'est à retenir par cœur. Et plus tard, dans le mésenchyme intra-embryonnaire. Aux environs de la 17e jour de développement embryonnaire, il y en a des cellules mésenchymateuses de la splanchnopleure intra-embryonnaire qui va se mettre à proliférer pour constituer des amas cellulaires angioformatrices. On va voir celle-ci dans ce schéma-là. Des cellules mésenchymateuses
vont former un îlot plat. Cet îlot, donc, on va voir bien ici que ces cellules sont adjacentes l'une des autres pour former un îlot ou bien un groupement de cellules qui sont unies et vont constituer un îlot qui est plat. Donc ces îlots, ce qui s'appelle de Wolff et de Palmer, donc vont former après, donc ils vont donner après, des îlots sanguins formateurs, ces cellules. Donc il y en a deux types. Et les cellules endothéliales qui vont former les vaisseaux sanguins. Donc après, ces îlots plats vont être creusés d'une lumière. Donc les cellules endothéliales vont former, comme j'ai dit, une paroi pour constituer ensuite les vaisseaux sanguins. Donc c'est ça en général. Donc on continue. Donc c'est ça. Pour constituer des amas cellulaires angioformatrices. Donc c'est ça. Donc durant la 3e semaine, donc l'embryon est dit didermique. Après ça, il va être tridermique. Il y en a l'apparition de mésoderme. Mésoplaste se trouve en avant de la membrane pharyngienne, c'est-à-dire dans la partie supérieure ou bien de la partie haute crâniale de l'embryon. Et ça, c'est la partie caudale, normalement. Donc, c'est ça. Donc, ces îlots, donc on revient de ce schéma, sont d'abord pleins, comme j'ai dit. Après, se creusent rapidement d'une lumière bordée des cellules mésoplastiques appelées angioblastes, qui s'aplatissent pour donner des cellules endothéliformes. Le reste des cellules occupe le centre de l'îlot, perd leur contact intercellulaire, s'arrondissent, c'est-à-dire vont être comme un cercle et deviennent basophiles. Ce sont les hémangioplastes primordiaux. Ce sont les premiers éléments cellulaires sanguins, ou bien les globules rouges nucléés. Donc on revient dans notre schéma ici. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Attends une minute. Je vois. Donc ça, ces cellules sanguines primitives vont former les globules rouges et bien les globules blancs. Donc c'est la formation des vaisseaux sanguins. C'est ça en général. Donc on continue. La formation des ébauches vasculaires extra-embryonnaires à la 3e semaine de développement embryonnaire. Tous les vaisseaux qui en dérivent s'anastomosent et réalisent un très riche réseau vasculaire au 20e jour de développement embryonnaire intra- et extra-embryonnaire. Les ébauches tubulaires creuses sont les deux tubes cardiaques droit et gauche qui sont logés dans la zone cardiogène et que se trouvent entre l'ectoblaste et l'entoblaste, juste en avant de la membrane pharyngienne. Ces deux tubes symétriques s'allongent en forme, chacun en direction céphalique une artère. Donc, on va voir ça dans ce schéma bien. Donc, on dit premièrement des îlots angioformatrices, des îlots. Après, il y en a formation de deux types cardiaques qu'on va le voir bien dans ce schéma-là. Donc, deux types cardiaques qui vont ensuite donner naissance aussi au tube vasculaire aussi. Au vaisseau, pardon. Donc, c'est ça. Donc, ces deux types symétriques s'allongent et forment chacun en direction céphalique une artère. L'aorte dorsale, par exemple, et l'aorte ventrale. Donc, c'est ça le tube cardiaque qui vont s'allonger pour former l'aorte dorsale et l'aorte ventrale. Donc, c'est bien là, dans ce schéma-là. Donc, aorte, les aortes dorsales et ventrales. C'est bien là. Donc, ce sont des allongements de ce type cardiaque-là. Donc, on continue. La formation du type cardiaque primitif. Au 20e jour de développement embryonnaire, l'embryon perd l'aspect discoïde et planiforme. Pour s'agrandir, il y a la formation d'un tube cardiaque unique
Donc j'ai dit que l'embryon perd l'aspect discoïde planiforme pour s'arrondir, donc devient comme un demi-cercle. Il y a la formation d'un tube cardiaque unique qui est le tube cardiaque primitif. Ce tube subit des transformations qui aboutira ensuite, plus tard, à la constitution du cœur définitive. Donc c'est voilà là dans un schéma, donc rapprochement de ces deux tubes cardiaques. Après sont rejoindre et s'unissent en un seul tube cardiaque qui est le futur cœur. C'est ça. Donc le développement du cœur se fait en 3 étapes, fondamentales et très précises. Donc premièrement, c'est la réalisation ou bien la formation des tubes cardiaques pairs. Deuxièmement, la réalisation du tube cardiaque impair. Troisièmement, c'est la transformation de ce tube cardiaque. Donc on commence par la formation du tube cardiaque pair. Donc elle commence très tôt puisque dès le 18e jour, les élos mésoplastiques, comme j'ai dit, situés dans une zone latéropharyngienne, c'est-à-dire latérale, de situation latérale du pharynx, de la zone du pharynx, appelée zone cardiogène, constituent les tubes cardiaques pairs. Donc c'est ça l'air cardiaque, ici, mésoplaste latéral normalement. Donc on dit que l'embryon va perdre son aspect discoïde, donc voilà là, dans ce schéma là, il va être supplié comme un plissement pour devenir un demi-cercle bien sûr. Donc la deuxième étape, c'est la formation du tube cardiaque impair, c'est-à-dire l'union de ces deux tubes cardiaques en un seul tube impair et médian bien sûr. Donc le développement de l'embryon et en particulier du système nerveux central entraîne le soulèvement de la partie dorsale par rapport à la partie ventrale. Donc la partie dorsale va être soulevée par rapport à la partie ventrale mécaniquement. Les deux types cardiaques vont gagner la ligne médiane ventrale et fusionner en réalisant un seul tube cardiaque qui est un tube cardiaque impair ventral et médian. En direction de la tête, ce tube se prolonge par deux vaisseaux. C'est les vaisseaux dorsales primitifs, c'est-à-dire bien sûr c'est les aortes. Et à l'opposé de la tête, on trouve deux veines, les veines cardinales communes. De ce tube présente une organisation. La lumière tapissée par des cellules endothéliales, bien sûr, qui dérivent des cellules angioformatrices, c'est l'endocarde. Donc, comme on a dit, tous les parois des vaisseaux ou bien qui tapissent le sang à l'intérieur se sont formés, bien sûr, par des cellules endothéliales, qui dérivent des cellules angioformatrices, qui est ce qu'on appelle l'endocarde. Donc, c'est ça. Donc, rapprochement de deux tubes cardiaques pairs. Donc, formation d'un seul tube cardiaque impair qui est ventral et médian. Donc, ça, c'est la cavité célomique. Donc, autour de l'endocarde, le mésoplaste se différencie en couche myo-épicardique qui reste éloignée de l'endocarde par une gelée cardiaque. Donc, bien sûr, cette couche cellulaire d'angioblaste, qui dérive d'angioplaste, va être entourée par d'autres couches cellulaires pour protéger bien mon cœur. Donc, c'est de mésoplasme qui va différencier en couche myo-épicardique pour constituer l'épicarde, qui reste éloignée de l'endocarde par une gelée cardiaque, espace semi-liquide contenant des cellules mésoplastiques indifférenciées, c'est-à-dire un tissu conjonctif. La couche myo-épicardique différencie dans sa portion profonde le muscle cardiaque ou bien le myocarde. Donc, entre l'épicarde et cette paroi-là, cette membrane qui est constituée par d'ensemble de cellules angioformatrices, endothéliformes, donc on a le myocarde, ou bien le muscle cardiaque. Et dans sa portion périphérique, le fait viscéral du péricarde qui est appelé l'épicarde, comme j'ai dit, qui est dérivé bien sûr du mésoplaste.
Grâce à un facteur MEF2 qui va induire la myogénèse, c'est-à-dire l'expression des protéines myofibrillaires, et ainsi ces cellules vont se transformer en cardiomyocytes contractiles pour assurer la contraction et le pompage du sang. Donc, c'est-à-dire la fondamentale action et rôle du cœur. À partir de ce moment-là, où les cardiomyocytes se différencient, ils vont donc commencer à se contracter de façon très anarchique le long du tube cardiaque vers le 20e jour et 22e jour. Donc la contraction, elle est anarchique, c'est-à-dire ne battent pas dans le même temps. Donc chaque cellule bat comme elle veut. Donc ces cellules sont capables de se contracter toutes seules sans influx nerveux, c'est-à-dire automatique, sans l'intervention du système nerveux. L'ébauche cardiaque se situe dans une cavité péricardique reliée aux parois dorsales et ventrales par le mésocarde dorsal et ventral. Le mésocarde ventral disparaît le premier au 22e jour. Le mésocarde dorsal commence à se perforer puis disparaît durant le 23e jour. Donc c'est ça, c'est pas très important. Donc on passe. Après la troisième étape, c'est la transformation du tube cardiaque. L'artère se poursuit chaque tube et une aorte ventrale, droite et gauche. Ces aortes cheminent dans le mésoplasme intra-embryonnaire en décrivant une courbure en arrière. C'est le premier arc aortique passant dans le premier arc bronchial et se poursuit par l'aorte dorsale. Donc on dit que ces artères sont, c'est un vraiment prolongement du cœur, c'est un prolongement à partir du cœur qui vont constituer des artères. Aimer des branches en continu, aimer des branches qui sont les artères vétérines et ombilicales. La veine issue de la portion caudale de chaque tube cardiaque forme le tronc ombilico-vétélin. Donc en bas, on a le tronc ombilico-vétélin qui se poursuit en direction de la vésicule ombilicale après l'ombilique. Oui. Le tube cardiaque primitif subit 3 mécanismes. Bien sûr, l'inflexion, la rotation et la division ou le cloisonnement. Donc, on commence tout d'abord par l'inflexion. Donc, c'est une petite flexion, c'est-à-dire comme la flexion qu'on a étudiée dans l'anatomie. Au cours de l'applicature crânio-ventrale, le tube cardiaque et la cavité péricardique viennent se disposer ventralement par rapport à l'intestin primitif antérieur et en arrière de la membrane oropharyngée. C'est-à-dire que le cœur, il est en premier temps comme dans une position qui est extra, c'est-à-dire dans l'extérieur. Donc, suite à cette inflexion, il va peut se cacher par ça. Oui. À la fin de ce processus d'inflexion, le bulbe se poursuit en avant par les deux aortes ventrales. Sur la face latérale, le bulbe communique avec le ventricule primitif qui lui-même communique en arrière avec l'oreillette primitive. Ces dernières présentent deux dilatations latérales et reculent. L'oreillette communique avec le sinus veineux qui se prolonge par les cornes droit et gauche, d'où sont issus les vénules, vétérines droite et gauche, les veines ombilicales droite et gauche et les canaux de Cuvier droit et gauche. Donc ce processus d'inflexion va aboutir de se cacher peu mon cœur. C'est ça très important. Et que ce tube cardiaque se dispose ventralement par rapport à l'intestin primitif antérieur. Donc la deuxième étape, c'est la rotation du cœur. Du fait de la dégénérescence de la partie centrale du mésocarde dorsal, le cœur primitif est attaché que par ses extrémités artérielles et veineuses. Ces dernières sont maintenues en place par les arcs bronchiaux et le septum transversal. Pendant la croissance du cœur, le tube cardiaque subit une rotation. 5 dilatations apparaissent le long du tube. C'est le tronc artériel, le bulbe artériel, ventricule primitif, oreillette primitive et le sinus veineux. Donc, durant cette rotation du cœur,
le phénomène fondamental qui est très important à noter, c'est que dans ce cas et dans cette transformation, on a la formation de 5 dilatations qui sont l'origine de structures cardiaques finales par la suite. Donc, premièrement, c'est le tronc artériel pour former les artères. Bien, deuxièmement, c'est le bulbe artériel, les ventricules primitifs, les oreillettes primitives et le sinus veineux. Donc, bien sûr, on va voir que les ventricules primitifs sont en haut et les oreillettes primitives sont en bas. Mais dans la structure finale, on va voir que les oreillettes primitives sont en haut et les ventricules primitifs sont en bas. Mais bien sûr, cette structure-là ne se stagne pas, mais elle va se transformer et subir des modifications, bien sûr. Donc, il y a d'autres processus qui va permettre cette oreillette primitive va être allée en haut et le ventricule primitif va alors dans la disposition basse, donc en bas. Donc c'est ça. Donc c'est l'arc artériel, après le bulbe cardiaque ou bien le bulbe artériel. Après, il y en a le ventricule primitif et après les oreillettes primitives, après les cornes droites du sinus veineux. Donc, au nord, il y en a les sinus ou bien le bulbe cardiaque artériel. En bas, le veineux. Donc entre les deux, le bulbe cardiaque et le ventricule primitif, on a le sillon bulbo-ventriculaire. Et entre le ventricule primitif et l'oreillette primitive, on a le sillon atrio-ventriculaire. Donc, c'est ça. Donc, le même schéma se répète. Donc, il y en a les 5 segments ici, le troncus, le bulbe artériel ou bien le conus. Donc, il y a deux appellations. Premier, c'est le tronc artériel ou bien le troncus, bulbe artériel ou bien le conus, le ventricule primitif, oreillette primitive et sinus veineux. Donc, on dit que ce sillon c'est bulbo-ventriculaire et ce sillon c'est atrio-ventriculaire. Donc, c'est ça bientôt. Donc, entre la 30e et la 50e jour de développement, les parois de cavité cardiaque présentent des épaississements appelés septa, qui constituent des cloisons. Donc, il y en a la formation des cloisons. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, dans une minute, pardon. Donc, comme celle-ci, donc c'est ça. Donc, par exemple, c'est ça le cœur. Donc, par exemple, c'est ça le cœur. Il y a l'apparition des septants qui vont délimiter les ventricules. Par exemple, non, c'est pas comme ça, mais je vais vous prendre une idée. Donc, septants qui vont délimiter. Donc, c'est ça, ventricule et ça, les atriums. Pour faire communiquer chaque segment par l'intermédiaire d'une valvule ici. Une valvule ici. Et une valvule ici, pardon. Donc, je continue dans le cours. Donc, il en résulte un cœur droit dont les cavités communiquent entre elles. Le cloisonnement intéresse toutes les régions tronc artériel et bulbe, oreillette primitive, canal atrio-ventriculaire, ventricule primitif et le sinus veineux, bien sûr. Donc, premièrement, on s'intéresse au cloisonnement de l'oreillette primitive. Cloisonnement du buteau, c'est-à-dire en premier temps. Donc, la paroi postérieure de l'oreillette primitive s'épaissit dans un plan sagittal
et réalise un croissant dans le développement en avant avec un cloison, c'est le septum primum. Ce dernier équilibrera l'oreillette primitive en deux parties qui communiquent entre elles par l'ostium premium. Cette communication entre les deux atriums droit et gauche, qui reste fonctionnelle jusqu'à la naissance, du fait de l'augmentation de pression dans l'atrium gauche, la valvule s'applique sur le septum secundum et ferme la communication interatriale sinus veineux. Et donc voilà là. Donc le cloisonnement de l'oreillette primitive. Donc l'oreillette primitive, c'est bien sûr normalement là. Donc septum primum qui va délimiter les deux oreillettes. Donc c'est ça. Et il reste une partie de communication, c'est l'ostium primum ici. Donc il va être fermé après la naissance du pression qui est appliquée par la valvule. Donc eh bien c'est voilà là. Donc on continue. Donc deuxièmement c'est le cloisonnement du ventricule primitif. Donc on va voir que le premier c'est l'ostium primum et le deuxième c'est bien sûr le secundum normalement. Donc il s'effectue grâce au cloisonnement interventriculaire d'une part, mais aussi aux modifications du conus. Il débute vers la fin de la 4e semaine de développement et s'achève à la fin de la 8e semaine. La première ébauche de ce cloisonnement interventriculaire est marquée par l'apparition du septum inferius qui est de nature musculaire car il résulte de l'accolement des deux parois des ventricules de part et d'autre de cette bande tessulaire qui s'est arrêtée de proliférer. Donc en total et en résumé, ce qu'on doit retenir que le cloisonnement de ventricule primitif, c'est-à-dire c'est le cloisonnement du ventricule. Donc c'est la séparation du ventricule en deux ou bien sa division en deux par un cloison conjonctif bien sûr. Donc il va délimiter deux cavités, un ventricule droit et un ventricule gauche bien sûr, c'est ça. Les deux ventricules communiquent largement par le foramen interventriculaire qui sera comblé dans un deuxième temps. Donc ce foramen va être fermé après un temps donné. Donc après on va voir le cloisonnement du sinus veineux. Le sinus veineux est très court. C'est le pôle veineux du cœur, vaisseau afférent du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un réseau veineux cardinal et deux réseaux extra-embryonnaires. Donc réseau veineux cardinal antérieur, corne droite du sinus veineux et des veines ombilicales pour l'ombilic. C'est ça. Et les veines cardinales postérieures. C'est cardinal antérieur, cardinal postérieur, les veines ombilicales. Ici, là, et ici, c'est la corne droite du sinus veineux. C'est juste la vascularisation d'embryon. Donc, j'ai aussi là. Veine cardinale antérieure, veine cardinale antérieure, veine cardinale postérieure, les veines ombilicales ici. Et ici, c'est les cuviers. Donc, c'est ça. Et ça, c'est le troncus. Donc, l'oreillette primitive. Donc, la vascularisation afférente du cœur. Le sinus veineux va venir s'incorporer à la paroi postérieure de l'oreillette primitive. Et donc, il va constituer une partie de la future paroi postérieure des oreillettes qui assurera le retour veineux systémique du côté droit. Il persistera donc deux veines cardinales antérieures droite et gauche, la veine cardinale postérieure droite et bien sûr les veines vétérines et ombilicales fermeront le système porte. Donc, on finit notre cours par des malformations. Ces malformations les plus fréquentes sont la communication interventriculaire. On dit que la communication interauriculaire se fait juste dans la partie de vie, c'est-à-dire fétale.
ou bien embryonnaire. Après la naissance, donc il n'y a pas de communication inter-auriculaire qui est due par la pression des valvules, bien sûr. Donc, troisième anomalie, c'est l'anomalie des valvules. Et quatrièmement, c'est les anomalies de la position du cœur. C'est-à-dire, ne se positionne pas dans la position ventrale et médiale. Donc, il a d'autres positions. Les causes sont multiples de ces malformations, comme par exemple un facteur génétique et bien sûr héréditaire, un facteur infectieux tel que la rubiole, c'est-à-dire à partir des bactéries ou bien des virus, ou bien une cause des médicaments antibiotiques, anticonvulsivants. Donc, on va quand la femme elle est enceinte, il ne faut pas la donner des antibiotiques ou anticonvulsivants, bien sûr, parce que ils manifestent des anomalies pour leurs futurs enfants. Et bien sûr, la dernière cause, c'est le diabète. Et je vous remercie. À la prochaine. Inch'Allah, on terminera nos cours de d'histologie. Inch'Allah.